Marie-Chantal, bonjour. Donc Marie-Chantal Lebouc, tu es donc avec Grégory Pécastin, la cofondatrice du musée du vin et du négoce au 41 de la rue Bory, dans le quartier des Chartrons. Et aujourd'hui, tu t'es proposé de nous raconter une histoire assez surprenante, l'histoire du Maharaja de Saint-Estèphe. Tu peux nous en dire plus ? Alors oui, c'est effectivement un personnage assez intéressant qui a vécu au XIXe siècle, mais c'est vrai que c'est un homme qui est très marqué par le XVIIIe. Et pourquoi ce titre de Maharaja? C'est parce qu'en fait, il a lancé une mode qu'on a appelée le vin retour des Indes. Alors, comment j'ai fait la connaissance de cet homme très particulier, dont il faut bien reconnaître que je suis tombée un peu amoureuse, parce qu'en fait, il y avait un portrait de lui et qu'il était très beau. Et c'est tout simplement parce que j'ai lu un article dans une revue, une très belle revue qui s'appelle L'Amateur de Bordeaux. Et c'était Jean-Marie Prats, dont la famille à l'époque était propriétaire de Cos d'Estournel, qui présentait ce personnage tout à fait à part. Alors on connaît tous Cos d'Estournel, quand on visite le Médoc, quand on prend cette route des châteaux, que l'on continue au-delà de Pauillac vers Laffitte, on arrive à un moment au haut d'une colline, un cos, comme on dit en patois, et on voit un bâtiment assez extraordinaire qui n'a rien à voir avec les autres bâtiments. C'est une espèce de pagode en définitive. Alors c'est vrai que Stendhal en a parlé dans son journal de voyage en 1838. Voilà ce qu'il en dit. Ce bâtiment fort élégant, d'une brillante couleur jaune clair, n'est à la vérité d'aucun style. Cela n'est ni grec, ni gothique. Cela est fort gai et serait plutôt dans le genre chinois. Sur la façade, on lit ce seul mot « Cos ». Alors en fait, quand tous ses voisins vont construire des bâtiments qui sont des lieux où on peut vivre, alors on peut vivre non, parce qu'ils y venaient en définitive pour les vendanges, c'était une espèce d'image de prestige. Il faut se rappeler qu'en fait, ces négociants qui vont devenir propriétaires des domaines viticoles du Médoc, après la Révolution, ils vont chercher à établir ce côté prestigieux en faisant construire des châteaux, comme on va l'appeler par la suite. On va avoir du néo-gothique, on va avoir du Tudor, on va avoir un peu n'importe quoi. Et puis, il y a ce bâtiment très particulier. Alors pourquoi cette idée d'une pagode finalement ? Alors c'est vrai que Louis Gaspard, déjà il faut bien reconnaître que c'est un personnage un peu particulier qui est un petit peu en guerre avec tous ses voisins. Alors je dirais qu'il y a ce côté un peu provocateur qui va faire qu'il va choisir d'honorer beaucoup plus ses vins et ses clients qu'essayer de se mettre en valeur lui-même. Il faut reconnaître qu'il a un autre château dans lequel il vit, c'est le château de Pomis, qui est dans le village donc de Saint-Estèphe. Et donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? Ça n'est pas une demeure, c'est un lieu où il va travailler ses vins. Ce sont des chais. On ne peut pas vivre à Cos. Donc ça, c'est quand même très particulier, ce choix qu'il va faire. Alors déjà, il avait ce rapport très particulier avec les négociants. Les négociants, très souvent, donc ces négociants étrangers, ils avaient des marchés sur l'Europe du Nord, ils avaient des marchés sur l'Amérique, mais en fait, ils se sont très peu orientés à l'origine sur l'Inde. Louis Gaspard, il y a un truc très particulier avec lui, c'est que c'est un homme du XVIIIe, c'est un gentilhomme, c'est un noble. Son père était à la cour des aides.
il va connaître cette période de la Révolution, avec cette idée aussi des Lumières. Il va faire partie de cette élite bordelaise et en fait qui va accepter, je dirais, ces idées libérales. Mais aussi, c'est un homme qui va s'intéresser aux sciences, qui va s'intéresser aux arts. C'est un excellent violoniste. Il va s'intéresser au voyage. Et en fait, il va s'orienter déjà vers le marché anglais, mais le marché anglais va lui ouvrir les portes, en fait, des Indes et la route des Indes. En quelle année va-t-il aller dans cette direction alors? Lui, on ne sait pas s'il est allé en Inde. D'accord. En Angleterre, ça, on en est presque sûr. En Inde, on n'a aucune preuve qu'il se soit vraiment rendu dans ce pays-là. Mais il faut se rappeler deux choses. À l'époque, les Anglais, effectivement, sont en Inde. Donc, début du 19e siècle, déjà, dans les années 1800, entre 1810 et 1820, il va commencer ses recherches. On a aussi encore des comptoirs. Rappelez-vous, quand on était enfant, ça nous faisait rêver. Des noms comme Pondichéry, tout le monde en rêvait de Pondichéry. Donc, il y a aussi cette espèce d'attirance qu'on a toujours eue. Et les Bordelais en premier, on est quand même des grands commerçants, on n'est pas des navigateurs, les Bordelais, ce n'est pas des navigateurs, mais on envoie nos bateaux là-bas. Et je crois qu'il y a effectivement ce double attrait, non seulement du voyage, mais également, il faut bien reconnaître, de faire vendre ses vins. Mais alors l'originalité de ce que vous appelez, ou ce que tu appelles le retour des Indes, alors qu'est-ce que c'est au juste? Le retour des Indes, c'est que, justement, il est trop en avance sur son temps, il est trop en avance sur ses techniques, il décide d'isoler ce vin. Les négociants, ils n'en veulent pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il décide de mettre en bouteille tout seul. On a des bouteilles à Cos avec une étiquette sommaire, un simple bout de papier, mis en bouteille par moi, Louis Gaspard d'Estournel. Voilà. Tant pis pour les négociants. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il les vende, lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a ces relations qu'il a avec les Anglais, avec, effectivement, aussi quelque chose qui le passionne, c'est les chevaux. Et en fait, il a des relations avec l'armée anglaise pour acheter des chevaux. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous savez, c'est les chevaux qui sont réformés par l'armée, en définitive. Et il va donc avoir ses contacts. Et petit à petit, il va décider d'envoyer par lui-même ses vins. Ses vins en barrique. Et puis, un jour, il y a des vins qui sont revenus à Bordeaux. Ils sont revenus à Bordeaux, probablement invendus. Des invendus, c'est ça en fait. Voilà, tout simplement, comme ça peut arriver. Invendus, on n'est pas venu les chercher. Toujours est-il qu'ils sont revenus. On s'est aperçu pendant le voyage que ces vins avaient très bien vieilli. Ils avaient très bien évolué. Mais attention, ils étaient prêts à boire. Mais alors après, pour les conserver, ça devenait limite. Donc, les négociants qui se sont penchés sur d'autres vins, comme les vins du Portugal, avec qui on faisait déjà ces tentatives, ils vont se dire « Oh là là, mais c'est bien ça !» Non seulement on peut les vendre, donc, alors qu'ils sont buvables, alors que normalement, il fallait attendre, mais en plus, on peut les vendre plus cher. Et ils ont commencé à se dire « Oh, mais ça, c'est intéressant !» Donc, Louis Gaspard va être à l'origine de cette mode qu'on va appeler le vin retour des Indes. Parce que les négociants vont s'en emparer. Alors, lui, c'est vrai, a envoyé ses vins en Inde, à l'armée anglaise, probablement au comptoir français aussi. Mais les négociants, qu'est-ce qu'ils faisaient? L'Inde, c'est un peu loin. Ils envoyaient ça chez leurs collègues espagnols ou portugais. Ça restait au chaud et ça revenait. Ça avait vieilli artificiellement. C'était ça. Ce sont les premières approches marketing, finalement, des négociants bordelais, ça. Voilà. Ils vont avoir en plus l'idée géniale
que n'avait pas eu Louis Gaspard, parce qu'il n'avait pas eu, en fait, il n'avait pas ce marché, de mettre sur les étiquettes retour des Indes. C'est vrai que si on met retour des Indes sur une étiquette, c'est quand même nettement plus exotique que retour d'Espagne. Ouais. Quand même. C'est Ça, clair. voilà. Comme on dit maintenant, ça ne le fait pas. Et en définitive, on va avoir des grands crus, des laphites, des chasse-spleen, des margots retour des Indes. Et ça va durer comme ça une trentaine d'années. D'accord. Alors ça a duré 30 ans quand même. Ça a quand même duré une trentaine d'années. Et en fait, c'est vrai qu'on peut considérer ça comme la première idée marketing, puisque là, on a quelque chose à part qui est mis en valeur par ces négociants au moyen de l'étiquette. Mais c'est vrai aussi que l'étiquette, c'est ce que Louis Gaspard n'avait pas connu. L'étiquette apparaît avec effectivement Cyprien Gollon, qui va créer ces étiquettes pour les négociants qui vont pouvoir faire ça. Et si vous venez au musée du vin et du négoce, rue Bory, vous aurez quelques exemples de ces étiquettes retour des Indes. Alors ça fait rêver quand même. Bien sûr. Et donc pour en revenir à la pagode, c'est un cheminement très logique que d'honorer les clients, d'honorer ce marché très particulier, d'enquiquiner les voisins aussi, il faut bien reconnaître. Et on va avoir donc ce bâtiment qui va être en haut de la colline, après la Jalle du Breuil. D'un seul coup, vous arrivez en haut de la colline et vous découvrez cette magnifique pagode qui a été en plus superbement rénovée. Alors je voudrais quand même faire un petit clin d'œil à une famille qui a été longtemps à la tête de Cos, c'est la famille Prats, avec Jean-Marie et Bruno Prats, qui ont beaucoup fait aussi pour garder le souvenir de Louis Gaspard. Alors Louis Gaspard a une vie trépidante. Il est mort 2 ans avant le classement de 1855. Il a vécu près de 80 ans. Et en fait, il ne verra pas ce château, puisqu'on dit château maintenant, du moins ce domaine pour lui, puisqu'il ne l'a jamais considéré comme un château, il ne le verra jamais en tant que second. Et quand on voit que c'est en très peu de temps qu'il a construit ça, puisque c'est début du 19e qu'il décide de séparer ce vin de Cos du vin de Pomis. Et en très peu de temps, il a réussi à faire un second grand cru classé. Donc il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé sur le terroir, il ne s'est pas trompé sur les techniques. Et c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et il est resté célibataire toute sa vie. C'est peut-être ça qui lui a permis de vieillir bien. Mais ce qui est amusant, c'est que sur le frontispice, il y a sa devise « Saint-Père Fidelis », toujours fidèle. Et ça, quand vous voyez ça, c'est magique. On comprend pourquoi tu es tombée amoureuse alors. Oui, voilà. Si on peut conclure là-dessus. Absolument. Bon, écoute, merci beaucoup pour cet entretien très intéressant et j'espère que tu nous feras revivre d'autres histoires sur les vins de Bordeaux dans les prochaines interviews. Très Merci à toi. volontiers. Merci à toi. Merci à toi.